Bonjour. Des traces de pas dans la neige suspecte. Une famille massacrée. Et un meurtrier sur place quelques jours après les faits. Venez avec moi revivre la terrible nuit du 31 mars 1922. Âme sensible, je vous préviendrai. Il y a certains détails qui peuvent vous choquer. Mes sources proviennent essentiellement des rapports de police et aussi d'articles de journaux de l'époque. Il y a eu un vrai travail de recherche. On y va. Interkeffect. Ça, c'est le nom d'une petite ferme bavaroise, située à environ 70 km au nord de Munich. Cette ferme, elle a été le théâtre de l'un des crimes les plus énigmatiques de l'histoire allemande. Dans la soirée du 31 mars 1922, les 6 habitants de la ferme ont été tués. L'arme du crime ? Une pioche. Et le meurtre n'a jamais été élucidé. On va présenter les 6 victimes. Parmi elles, il y avait l'agriculteur Andreas Gruber, 63 ans, son épouse Casilia, 72 ans, leur fille veuve Victoria Gabriel, 35 ans, et ses 2 enfants, Casilia comme la grand-mère, 7 ans, et Joseph, 2 ans. Il y avait aussi la femme de chambre, Maria Baumgartner. Elle a 46 ans. Il est d'ailleurs possible que Joseph, ce soit en réalité le fils d'Andreas, donc le père de Victoria. Ils auraient une relation incestueuse. D'ailleurs, ils ont été condamnés tous les deux en 1915 pour inceste. Il y aurait un autre père possible. Ça, ce serait l'amant de Victoria, et aussi le voisin, Lorenz Schlittenbauer. 6 mois plus tôt, l'ancienne femme de chambre, elle avait quitté la ferme, prétextant qu'elle était hantée. Elle entendait des bruits et elle se sentait observée. Elle a préféré quitter la maison précipitamment. La nouvelle domestique, Maria Baumgartner, elle est arrivée à la ferme le 31 mars, soit quelques heures seulement avant sa mort. Le premier fait inquiétant, c'est Andreas, quelques jours avant le crime, qui parle à ses voisins et qui leur dit justement qu'il a vu des traces de pas dans la neige. Celle-ci menait de la lisière de la forêt à la ferme, mais sans traces repartant de la ferme. Déclaration de Lorenz Schlittenbauer le 5 avril 1922. Dans ce rapport, il dit « Je tiens également à mentionner que Feu Gruber m'a interpellé dans le champ le jeudi 30 mars 1922, vers 11h du matin, pour me dire qu'il avait été cambriolé la nuit précédente. Il avait remarqué et suivi des traces dans la neige fraîche, mais n'en avait trouvé aucune qui s'éloignait de la maison. Il s'est alors aperçu que la serrure de la porte du hangar des machines agricoles avait été forcée. Le cambrioleur était entré dans le hangar, mais n'avait rien emporté. Gruber a également indiqué qu'il y avait des marques d'outils de cambriolage sur la porte de la salle d'alimentation. Donc une salle d'alimentation, en fait, c'est là où on vient stocker la nourriture pour le bétail, simplement. Donc est-ce que le ou les cambrioleurs ont essayé de forcer cette porte en pensant que derrière il y aurait peut-être la dernière porte qui permettrait de rentrer dans Le deuxième fait inquiétant, c'est Andreas encore une fois qui signale des bruits dans le grenier. La déclaration de Blay, charpentier du 8 août 1930, nous en dit un petit peu plus. Gruber se trouvait dans une quincaillerie la veille du meurtre, et il lui expliqua qu'il devait rentrer chez lui car il craignait que quelque chose n'aille pas. Il dit « Je n'ai pas eu le calme la nuit dernière. J'ai entendu des bruits dans le grenier, comme si quelqu'un marchait. Je suis même monté avec une lampe torche, mais je n'ai rien vu. Je n'ai pas peur, j'ai déjà préparé mon fusil. Le matin, j'ai même vu une trace dans la neige fraîche qui menait à la maison, mais aucune trace qui s'en éloignait. » Il ajouta que la personne était probablement déjà repartie. Puis il reprit ensuite ses courses. Le troisième fait troublant, c'est Andreas, encore et toujours lui, qui cette fois-ci déclare avoir trouvé un journal inhabituel chez lui. Un journal qu'il ne connaît pas. Et ça, c'est Joseph Meyer, maître de poste, qui nous le dit dans sa déclaration du 10 janvier 1952. Il dit « Je crois qu'en mars 1922, Gruber et Madame Gabriel m'ont demandé à plusieurs reprises si j'avais vu quelqu'un, car ils pensaient que la propriété était toujours habitée par quelqu'un. Vers cette époque, Gruber lui-même ou Madame Gabriel a trouvé un exemplaire de la Münchner Zeitung à Interkeffect. Ils m'ont demandé si je l'avais perdu ou qui dans les environs était abonné au journal munichois, car il ne leur appartenait pas. » Mais il est quand même bizarre ce journal. Faire 70 km tout seul comme ça sur la route.
Quatrième fait, c'est une clé perdue. Le rapport du commissaire Pielmayer du 6 novembre 1926 nous dit: quelques jours avant le crime, Andreas Gruber aurait confié à Jacob Siegel avoir perdu sa clé. D'après les investigations, le jeudi 30 mars, la veille des meurtres, Andreas a raconté à Lorenz, puis à Caspar, qu'une tentative d'effraction avait eu lieu pendant la nuit. Il leur indiqua également que la clé de sa maison avait disparu. On ignore si cette clé a réapparu avant le crime, voire s'il en possédait un bon. Mais Lorenz déclara en 1931 qu'il n'y aurait eu qu'une seule clé et pas de double. Mais celle-ci elle est mentionnée à nouveau que au moment de la découverte des lieux. Justement, de l'intérieur, ouvrit la porte d'entrée pour ses compagnons grâce à cette même clé. C'est la déclaration de Jacob Siegel, le 10 janvier 1952, qui nous en dit plus. Il dit: Lorenz est entré dans l'étable et a ouvert la porte d'entrée qui donnait sur la cour avec une clé. J'ai entendu de l'extérieur que Schlittenbauer tournait la serrure. Passons maintenant aux détails de la scène de crime. C'est ici, pour les âmes sensibles, qu'il va falloir commencer à faire attention à des détails qui peuvent vous choquer. Andreas Gruber, lui, il est retrouvé dans la grange. Outre d'importantes blessures au crâne, le visage d'Andreas Gruber, il est également très gravement blessé. Il a de larges plaies ouvertes qui laissent apparaître ses pommettes. Sa petite fille Casilia Gabriel, elle est également retrouvée dans la grange. Elle est allongée, contre le mur, près de la porte de l'écurie. Elle présente aussi de graves blessures à la tête, ainsi qu'une large plaie béante au menton et une autre à la gorge. La malheureuse aurait survécu encore plusieurs heures à l'attaque immédiate. Elle serait restée là, vivante, entre le corps de son grand-père, sa grand-mère et celui de sa mère. Casilia Gruber, donc la grand-mère, et Victoria Gabriel sont aussi retrouvées dans la grange. L'une des deux femmes présente des marques de strangulation au cou, et toutes deux avaient été tuées à coups de bâton. Casilia, elle avait reçu 7 coups à la tête, ce qui lui avait fracturé le crâne. Quant à Victoria, elle avait le côté droit du visage défiguré, avec ses coups de bâton. Son crâne était également fracturé, et de plus, petit fait troublant, on a recensé 9 blessures en forme d'étoile qui ont été constatées sur sa tête. Maria Baumgartner, elle, est retrouvée dans sa chambre, la chambre de Bonne. Maria, elle est quand même arrivée dans la maison il y a seulement quelques heures, je vous le rappelle. Elle a aussi été battue à mort, et sa tête gisait dans une grande mare de sang. Quant au dernier plus jeune fils, Joseph, lui, il est trouvé dans la chambre de sa mère, Victoria. L'auteur du crime a dû porter un coup au couvercle du berceau, donc c'est un petit capot en bois qui est décoratif à l'époque que l'on pose au-dessus, causant une blessure si grave à la tempe que des fragments de cerveau ont été projetés. L'arme du crime, elle sera découverte en 1923 au moment de la destruction de la ferme. Donc pendant ces travaux, ils ont découvert une pioche dans le faux plancher du premier étage. Donc cet outil sert généralement à enlever les souches d'arbres. Mais là, il y a des traces de sang dessus qui ont été retrouvées et elle a bien été identifiée comme l'arme du crime. Des signes de vie dans la maison après le meurtre. Il semblerait que l'eau, ou l'air de l'assassin, soit resté quelques jours dans la maison après le feu. C'est le rapport du commissaire Pielmayer du 6 novembre 1926 qui nous dit. Dans ce rapport, il déclare: il est même possible que les auteurs soient restés quelque temps sur la propriété après le crime et aient nourri le bétail afin que les mugissements des animaux ne révèlent pas trop tôt qu'il n'y avait plus personne de vivant sur la ferme. Un témoin, Michael Hall, lui, affirme qu'il a vu de la fumée s'échapper du four le 1er avril 1920, alors que les meurtres avaient déjà dû être commis. D'autres éléments vont dans ce sens. Les archives recensent plusieurs observations. Pour commencer, plus aucun morceau de pain dans la maison. Le four était prêt à être allumé et de la viande fumée a été découpée dans le fumier. Et c'est tous ces éléments qui ont conduit les enquêteurs à penser que quelqu'un avait mangé après le crime. La police pense d'abord à un vol comme mobile, mais cette hypothèse a été très vite écartée lorsqu'une grosse somme d'argent est retrouvée dans la maison. L'inspecteur George Reingruber et ses collègues de la police vont déployer d'immenses efforts dans cette enquête. Plus de 100 suspects seront interrogés durant plusieurs années, mais en vain. Le dernier interrogatoire, d'ailleurs, il date de 1986. Et vous l'aurez compris, sans résultat. Alors, autour de ça, il y a plusieurs hypothèses qui se sont faites. La première, ce serait Carl Gabriel.
le mari de Victoria décédé en France. Enfin décédé, ils ne savent pas, ils n'ont jamais retrouvé le corps. Une des hypothèses serait qu'en fait il n'est pas mort, et ce serait lui le meurtrier. Une deuxième hypothèse, ce serait plutôt Lawrence Schlittenberg. Il a également figuré dans la liste des suspects, mais sans que sa responsabilité soit finalement mise en cause. D'après des témoignages, il se serait présenté dans un bar à la suite de ce meurtre. Il aurait abîmé son pantalon dans ce bar et il aurait été donc chez un voisin pour le faire réparer. À la suite de la réparation, il aurait dit « Merci, tu as réparé le pantalon du meurtrier d'Interkefek ». Plus tard, il se défendra à la police comme quoi il avait dit ça sur le ton de l'humour, comme la plupart de la population pensait que c'était lui, dû à ce problème de clé unique alors qu'il a réussi à l'ouvrir ensuite et qu'il a été très rapidement sur les lieux. Après c'est le voisin, tout est possible. Mais alors d'après toi, maintenant, qui ça aurait pu être? Un vagabond? Un villageois? Le voisin? Ou alors le mari censé être mort à la guerre et qui ne le serait pas? À toi de me le dire. Si cette histoire t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, il y a plein d'autres histoires qui vont arriver très vite. Je te dis à bientôt, ciao.